Les courses d'ultra-distance fleurissent de plus en plus en France et c'est tentant de s'y inscrire pour se défier. Mais quand on débute en ultra-distance, on peut très vite faire des erreurs qui emmènent bien souvent à l'abandon. Bon, heureusement, dans cette vidéo, je vais te parler de 8 erreurs à éviter quand on débute en ultra-distance. Alors oui, on s'écarte un petit peu du sujet principal de cette chaîne qui est le bikepacking, mais au fond, le bikepacking et l'ultra-distance sont quand même assez liés. Et bien souvent, ceux qui pratiquent l'un pratiquent parfois aussi un petit peu l'autre. Comme tu le sais sûrement si tu me suis sur Instagram, en février dernier, j'ai tenté de faire la diagonale en ultra-distance qui part de Hendaye et qui arrive jusqu'à Strasbourg. Et ça s'est pas passé comme prévu. Donc sur le moment, je me suis dit que ça serait sympa de te partager les erreurs que j'ai pu faire et d'autres erreurs que j'ai faites bien sûr sur d'autres ultra-distances pour te les partager et pour éviter que tu fasses les mêmes bien sûr. Et on commence par la première erreur qui est sans doute l'une des plus évidentes qui est de ne pas partir en forme. Oui, bon, ça peut paraître évident, mais même après plusieurs ultra-distances, j'ai fait cette erreur-là. La veille du départ de ma diagonale, j'étais à l'hôtel au départ à Hendaye, donc j'avais pris le train, j'étais fin prêt, sauf que je suis tombé malade. J'avais de la fièvre, des courbatures, donc autant te dire que le lendemain, quand je devais partir, j'étais pas super confiant. J'ai quand même essayé, mais l'issue, tu la connais, j'ai dû abandonner. L'ultra-distance, on a tendance à dire que c'est environ 80% de mental et 20% de physique. Donc si le physique n'est pas au maximum dès le départ, ça sert à rien de partir. Quant au mental, n'en parlons pas. Mais bon, ça sera le sujet d'un prochain point. Donc niveau physique, essaye de partir le plus frais possible. N'essaye pas de faire du vélo la veille par exemple. Et si tu as besoin de prendre un train pour rejoindre le départ de ton aventure en ultra-distance, pense à réserver une chambre d'hôtel parce que partir après plusieurs heures de train, c'est pas ce qu'il y a de mieux niveau physique. Au moins, après une bonne nuit à l'hôtel, tu partiras frais comme un gardon. Si je te dis ça, c'est parce que j'ai fait l'erreur un jour de vouloir partir un 1er janvier à minuit pile et en ayant très peu dormi le 31, j'avais pris le train, j'avais essayé de faire des siestes mais dans une laverie, j'avais pas pris d'hôtel. Donc autant vous dire que à 2-3 heures du matin, genre juste 2-3 heures après le départ, j'avais déjà envie de dormir. J'ai dû m'arrêter pour faire une sieste, 1 heure après j'ai dû m'arrêter pour faire une deuxième sieste, puis encore 1 heure après j'ai dû faire une 3e sieste pour dormir cette fois-ci beaucoup plus longtemps. Donc au final je me suis arrêté 3 fois en 6 heures de temps pour dormir l'équivalent de 2 à 3 heures. Donc depuis ce jour-là, je prends toujours un hôtel avant de partir. L'erreur numéro 2 qu'on pourrait tous faire, c'est de ne pas avoir une assez bonne préparation physique. Oui, cette erreur je l'ai faite aussi. Mais alors, c'est quoi une mauvaise prépa physique? Eh bien, c'est une préparation qui est insuffisante, voire inexistante. Alors oui, l'ultra-distance, c'est différent du bikepacking et c'est l'une des grosses différences justement avec le bikepacking, c'est que, il y a une notion de performance, de délai et donc de vitesse. En d'autres termes, on n'est pas trop là pour regarder les oiseaux et s'amuser à se baigner dans chaque rivière que l'on croise. Donc pour ça, il te faut un bon entraînement. Faire des séances d'endurance à basse intensité semble assez évident, mais il ne faut pas faire que ça. Ça peut être aussi intéressant d'intégrer des séances avec du fractionné, avec des intensités plus ou moins modérées. Par exemple, des séances de fractionné où vous allez faire des efforts entre 5 à 20 minutes. Le renforcement musculaire va aussi être très important, voire même primordial si vous voulez être confortable sur votre vélo pendant plusieurs heures. Ça va être très important surtout pour renforcer les articulations qui prennent très cher, comme le genou par exemple. Mais aussi et surtout pour garder une position convenable et confortable qui va durer très longtemps. Travailler le haut du corps avec des exercices de gainage pour renforcer les muscles profonds va donc être très important pour souffrir le moins possible. Là encore, pour ma diagonale, je n'étais pas assez préparé. J'avais seulement 1000 km au compteur au mois de janvier en un seul mois, alors que j'avais prévu de faire 1300 km en seulement 4 jours. Ouais, ça semblait un petit peu déraisonné. On va dire qu'il faudrait 3 à 5 fois la distance que tu souhaites parcourir en course ou alors en ultra, 3 à 5 fois la distance à parcourir à l'entraînement. Donc par exemple, pour cette diagonale qui faisait 1300 km, il aurait fallu que je fasse environ 3900 km d'entraînement. Et je les avais pas. Bon, c'est pas super scientifique comme conseil, tout va dépendre de la qualité, de la quantité de vos entraînements surtout. Et bien sûr, de tes capacités de base. La troisième erreur, et on va beaucoup rejoindre une erreur qu'on peut faire en bikepacking, c'est de ne pas avoir le matériel adapté.
Bon allez, on se calme sur les erreurs que j'ai faites pendant cette diagonale. Celle-ci, je l'ai pas faite. Et oui, une fois que tu as investi dans du matériel, tu peux le réutiliser pour les prochaines aventures, que ce soit pour le bikepacking, mais ça marche aussi pour l'ultra-distance bien sûr. Et donc au bout d'un moment, une fois que tu as investi dans tout ce bon matériel, tu fais plus cette erreur. Cette erreur, je l'ai faite plusieurs fois et surtout à mes débuts en ultra-distance. Et donc là, tu vas sûrement me dire, mais qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Bien, je dirais qu'il y a deux pôles qui sont assez importants où il va falloir mettre un petit peu plus la main à la poche pour avoir du bon matériel. Le premier, et c'est sans doute le plus important, c'est le pôle éclairage. On ne rigole pas du tout avec ça parce que ça va impacter ta sécurité. En plus, en ultra, au-delà de 300 km, il y a de fortes chances que tu roules pendant la nuit. Donc ça implique de bien voir la route et surtout de bien être vu par les automobilistes. Pour cela, je te conseille donc d'avoir 3 lampes au minimum. Une première qui va être fixe sur ton vélo avec, je dirais, un minimum de 400 lumens. C'est elle qui va te permettre de bien voir la route et aussi d'être vu bien sûr. La deuxième, c'est une lumière que tu vas fixer sur le cadre qui va t'aider à suivre ton regard, surtout quand tu vas changer de direction, quand tu vas changer de route et même surtout dans les descentes, quand il va y avoir des virages. Avoir un minimum de 200 lumens, ça peut être suffisant. Et enfin, une dernière lumière à l'arrière qui va être fixe ou clignotante rouge. Même si depuis novembre, mettre une lumière à l'arrière qui est clignotante est interdit, va savoir pourquoi, ça reste quand même beaucoup plus visible. Vous pouvez aussi utiliser une roue avec une dynamo, comme ça évite d'utiliser et de gérer les batteries de vos lumières. Mais bon, ça reste assez cher, donc quand on débute en ultra distance, c'est pas forcément intéressant de s'en procurer une. Dans tous les cas, ne néglige pas cette dépense pour les lumières, c'est ta sécurité. Si ça t'intéresse, tu peux me dire en commentaire, je ferai peut-être une vidéo sur tout mon équipement, tout mon kit d'éclairage, et je vous donnerai quelques caractéristiques supplémentaires qui pourraient peut-être vous aider. L'autre pôle important de dépenses concernant le matos, ça va être pour le confort. Et là, c'est surtout au niveau du cuissard que ça passe. Mais aussi la selle et les chaussures, bien sûr. En gros, chaque point d'appui sur ton vélo va être hyper important pour avoir du confort. Pour rappel, tu as 5 points d'appui, tes 2 mains sur le cintre, tes 2 pieds sur les pédales et ton entrejambe sur la selle. Pour le cuissard, perso, depuis la Race Across Paris, je ne peux plus me passer du cuissard chef de file, surtout en ultra. Leur peau de chamois est ultra confort et contrairement à l'ancienne marque que j'utilisais, la marque Gorewear, eh bien ces cuissards-là me font zéro irritation. Même quand je fais du bikepacking pendant 3000 km, j'ai eu zéro irritation et ça franchement, c'est le kiff. Au passage, j'ai un code promo qui s'affiche juste ici et tu peux aller voir le lien en description. Sinon, pour les gants, je ne suis pas vraiment un exemple, tu le sais, car je n'en mets pas ou peu. Mais tout ce que je peux te conseiller, c'est d'en prendre avec des inserts en gel qui vont t'apporter un peu plus de confort, surtout au niveau des mains. Et enfin, pour les chaussures, je te renvoie à une vidéo qui a été faite spécifiquement sur les chaussures et les pédales. Je te mets la fiche juste ici. Et pour le reste, pas besoin d'investir énormément, surtout au début. Et en vrai, ça dépendra beaucoup de l'ultra que tu veux faire et dans les conditions que tu veux les faire. Mais s'il y a bien un accessoire que tu dois rajouter sur le vélo qui aide quand même au confort, c'est aussi les prolongateurs. Bon là, pas besoin d'investir des milliers et des cents. Ceux qui sont vendus par Decathlon, qui sont à 40 € de la marque Aptonia, font très bien le taf, surtout au début. L'erreur numéro 4 que l'on retrouve dans quasiment tous les sports, particulièrement en vélo et qu'on peut retrouver aussi en bikepacking, je vous en ai déjà parlé, c'est de mal s'alimenter et de mal s'hydrater. Et croyez-moi, c'est sans doute le point le plus difficile à gérer. Niveau hydratation, j'en ai parlé déjà beaucoup sur le sujet du bikepacking, c'est de boire régulièrement, de boire beaucoup et surtout d'intégrer des électrolytes dans vos boissons. Pour ce qui est de l'alimentation, et ben là, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte. Votre corpulence, votre régime alimentaire, votre budget, bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte et qui vont impacter votre alimentation et qui va donc être difficile à gérer. De manière globale, manger régulièrement et de manière variée est l'un des meilleurs conseils à donner. Donc essayez de varier entre du sucré, du salé, du gras et des choses qui mentalement vous donnent envie et vous font du bien. Ça, c'est surtout quand on s'arrête à la boulange. Donc pour ça, évite d'ingérer beaucoup de gel, surtout avec de la caféine. Ça a tendance à bousiller un petit peu les intestins. C'est bien pour des compétitions de route qui durent pas plus de 3 heures. Mais pour l'ultra distance, ça risque de bousiller les intestins et crois-moi, avoir mal au bide et avancer en vélo, c'est pas trop compatible. La 5e erreur et qu'on fait régulièrement en ultra distance quand on débute, c'est de négliger le sommeil. Et oui, on a cette pression du temps et on a envie d'aller le plus vite possible et donc on se dit que on va éviter de dormir et de faire un maximum de pauses. Et bien parfois, avoir ce genre de stratégie, c'est complètement délétère pour vos performances. Bon, je vais pas te faire un cours sur le sommeil parce que c'est pas trop le propos, mais tu sais très bien que le sommeil, c'est réparateur.
Eh bien, même en ultra-distance, faire des pauses et faire des siestes, voire même des micro-siestes, c'est hyper important pour récupérer. Alors attention, hein, pas besoin de sortir le gros matos de bikepacking avec la tente, le matelas, le duvet, etc. Par temps chaud, il suffit juste de mettre une veste sur soi, voire même de se couvrir les jambes. Sinon, par temps un peu plus frais, un bivy ou une couverture de survie réutilisable fait largement l'affaire. Et en plus, entre nous, c'est beaucoup plus compact. De toute façon, il faut que tu te dises que plus tu vas dormir, plus ton corps va se refroidir et plus ce sera difficile de reprendre le vélo juste après. Pour cela, je te conseille de ne pas dépasser les 30 minutes de sieste, maximum. Bon, sauf si vraiment t'es cramé, tu peux te faire des cycles de soit 30 minutes, soit 1h30, ou plusieurs cycles d'1h30. Pour les endroits où dormir un peu à l'arrache quand on fait de l'ultra-distance, eh bien, il y a souvent donc les abribus, le classique de l'ultra-distance. Vous pouvez aller aussi près des porches des églises, je l'ai fait plusieurs fois et c'est plutôt pas mal et assez calme, sauf quand la cloche sonne en pleine nuit. Ou alors vous avez des bâtiments publics, je pense notamment aux mairies, des cantines, parfois les écoles si elles sont ouvertes, et aussi des gradins de stade parfois. Voilà, dans des grandes villes, des villes assez moyennes, vous pouvez avoir des stades, des gradins qui sont couverts. Bref, essaye de privilégier un endroit qui est au sec et à l'abri des éventuelles intempéries. Sinon, pour débuter, si tu as le budget, je te conseille de t'arrêter un peu au milieu de ta trace à l'hôtel pour bien dormir et bien récupérer. Surtout si tu fais une trace supérieure à 1000 km. Bon, l'erreur numéro 6, je crois qu'on l'a un petit peu tous fait, c'est-à-dire de partir trop vite. Bon, justement, en parlant d'hôtel, lors de ma diagonale, j'avais prévu de ne dormir qu'à l'hôtel parce que je vous le rappelle, on était début du mois de février, donc il faisait super froid. Donc lors de la première partie, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis une pression monstrueuse pour atteindre le premier hôtel que j'avais visé à Angoulême, à 350 km d'Hendaye. Et je suis parti trop vite. Évidemment, qui dit partir plus vite, dit se fatiguer plus vite, donc les 20% de physique qu'on avait au début, eh bien, ça diminue assez rapidement. Surtout que j'étais malade, donc je suis pas parti à 20% de physique. Donc il vaut mieux partir lentement, quitte à accélérer plus tard, plutôt que l'inverse. L'erreur numéro 7 est une erreur que j'ai pu faire sur quelques ultra-distances, c'est de négliger l'aspect mental. En gros, si tu viens de vivre un événement tragique, traumatisant, psychologiquement difficile, et même si tu n'es pas soutenu par tes proches, que tu te sens triste, voire même dépressif, si tu te sens stressé ou qu'alors tu as un gros manque de confiance en toi, il y a de fortes chances qu'une fois sur le vélo, après avoir passé plusieurs heures, voire même plusieurs dizaines d'heures, tes démons reviennent et viennent te hanter. Et pour te bouffer peu à peu tes capacités de résistance physique et mentale. Pour travailler l'aspect mental, rien de mieux que de prendre un rendez-vous avec un ou une sophrologue. En 2-3 séances, il ou elle te donnera des exercices de méditation et ou de visualisation qui t'aidera vraiment à être confort sur un ultra, voire même de performer. À ce sujet, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, si le sujet de la sophro avec le bikepacking, l'ultra-distance et même la performance générale dans le vélo t'intéresse. Ça peut être l'occasion de faire une vidéo avec une sophrologue. Et oui, ma compagne est sophrologue, donc elle saura vous donner les meilleurs conseils. D'ailleurs, pour cette vidéo en exclusivité, elle m'a donné un petit tips que tu peux faire et que tu peux appliquer pour tes prochaines sorties en ultra-distance. Un truc que tu peux faire, c'est de te répéter mentalement une phrase qui va activer ta puissance et ta force dès que tu sens que ton mental va lâcher. Et surtout, de rester focus sur toutes les sensations positives qu'elle va te procurer. Bon, pour que ce soit plus efficace, il faut que cette phrase elle soit activée en séance par un ou une sophrologue qui va te plonger dans un état modifié de conscience. Cette phrase aura plus d'impact. Avant de te donner la 8e et la dernière erreur, je te rappelle que le guide pour partir en bikepacking est dispo. Le lien est en description. Et je suis toujours là pour répondre à tes questions, te donner des conseils et surtout tracer ta prochaine aventure. Pareil, tu retrouves toutes les infos dans le lien en description. La dernière erreur, c'est de ne pas anticiper ses pauses. Bon, c'est un petit peu moins évident comme ça, mais pourquoi faire des pauses en ultra-distance? Déjà, tu dois t'en douter, mais pour se reposer et pour faire des siestes. Bon, ça, c'est difficile à anticiper parce qu'il vaut mieux que tu le fasses quand tu te sens fatigué, mais tu peux déjà préparer quelques spots en fonction de la vitesse moyenne que tu vises et ou de viser quelques hôtels, comme j'ai pu le faire pour la diagonale. Les pauses vont aussi te permettre de te réapprovisionner en nourriture et en eau. Donc pour cela, tu peux anticiper quelques spots de boulangerie, surtout si tu souhaites faire des ultra-distances les jours fériés et les dimanches. Ou alors si tu passes par des zones rurales très reculées. Pense à vérifier l'ouverture des épiceries et des boulangeries, ça serait vraiment dommage de faire une fringale devant un rideau de boulangerie fermé.
Ouais, ça m'est déjà arrivé. En ultra, et c'est un point qui est assez important, tes pauses doivent être des objectifs qui deviennent des récompenses. Si tu sais quand est à peu près ta prochaine pause, mentalement, tu vas essayer d'aller plus loin, te dire « Ok, bah là c'est dur, il me reste 20 km pour ma prochaine pause, mais je vais y aller, je vais le faire, je sais qu'il y a une boulangerie au bout, je vais pouvoir m'acheter un truc qui est bon, qui mentalement me fait plaisir, et comme ça tu vas pouvoir repartir comme un sous neuf. » Pendant tes pauses, et là c'est aussi très important, pense à soulager tes muscles. Marche un peu pour détendre tes jambes parce que à force de pédaler, tu vas te rendre compte que tu sais presque plus marcher, c'est une sensation assez bizarre, mais pense à marcher quelques mètres, ça suffit pour détendre tes muscles, tes cuisses, tes mollets, etc., tes fesses aussi, et le haut du corps pour le redresser, surtout au niveau des cervicales. Tu peux faire des étirements, ça fait toujours du bien, tu peux souffler, boire, manger, bref, profites-en, souffle, ok? Et détends-toi, surtout si tu es en course et que tu souhaites performer et avoir un très bon classement. Crois-moi, il vaut mieux faire 5 minutes de pause assez régulièrement que de devoir s'arrêter genre 1 heure parce que tu es vraiment à bout de souffle et que tu n'en peux vraiment plus. En plus, au bout d'un moment, tu vas sentir que si tu fais pas de pause, tu ralentis trop et donc vaut mieux faire des pauses pour réaccélérer derrière plutôt que de trop ralentir et de casser un petit peu ton rythme. Et voilà, cette vidéo est terminée. Pense à regarder tous les liens qui sont en description, ça peut peut-être t'intéresser avant de partir pour tes prochaines aventures. Sinon, on se retrouve sur Instagram où tu peux t'abonner bien sûr et tu peux me dire en commentaire si tu souhaites que je fasse plus de vidéos et plus de concepts autour de l'ultra distance. C'est vrai que cette année elle est un peu particulière parce que je vais pas trop faire de bikepacking, c'est beaucoup lié à mon défi qui est de faire 30 sorties de 300 km en une année. Donc, je vais principalement faire des ultra-distances de 300, 600, 900, voire même plus de kilomètres, histoire de compléter ce défi. Donc, peut-être que je vais traiter un peu plus ce sujet en fonction des retours. En tout cas, en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!